Bonjour à tous, bienvenue dans Tout est politique sur i24 News. Au menu de votre émission cette semaine, on nous avait promis un gouvernement de combat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a un Premier ministre de combat, un discours de politique générale 2 fois moins long que celui de Jean-Marc Ayrault il y a 2 ans, plus percutant, et au final, une majorité qui rentre dans le rang, ou presque. Mickaël Darmon, bonjour, il a réussi son grand oral, Manuel Valls? Un discours de politique générale, mais aussi un discours général sans la politique. Avec vous, Christian Mallard, bonjour. Nous irons en Afghanistan où a lieu le scrutin de l'élection présidentielle. C'était le week-end dernier. En 2 mots, quel est l'enjeu de cette élection? 2 questions majeures. Les Américains vont-ils rester et l'Afghanistan demeurera-t-il un sanctuaire terroriste? Tout est politique. Valls prend les choses en main. Le discours de politique générale du nouveau Premier ministre commence par un état des lieux du pays. On regarde. Trop de souffrance, pas assez d'espérance, telle est la situation de la France. Et c'est conscient de cette réalité que je me présente devant vous. Par leur vote ou leur abstention historique lors des dernières élections municipales, ils ont dit leur déception, leur doute, leur mécontentement et parfois leur colère. J'ai entendu leur voix. J'ai aussi entendu leur silence. Sombre tableau que nous décrit Manuel Valls, Mickaël. Et il va encore plus loin en donnant une formule choc. Jamais entendu au fond dans la bouche d'un politique en disant nous sommes en pleine crise civique, la langue politique est devenue une langue morte. Donc effectivement, il a choisi de commencer son discours par ce constat de la crise politique générale. Il a d'ailleurs fait avec une forme de sonnet, de poème, voilà, France, souffrance, pas assez d'espérance, pour bien montrer qu'effectivement d'abord il parle aux Français et il terminera d'ailleurs également son discours en reparlant des Français. C'est dans cette globalité qu'il a inscrit son propos, qui était tellement un discours de politique générale, comme on l'a dit, mais également généralement sur la politique, la méthode, pour bien montrer qu'il est en rupture avec le mode de fonctionnement de l'équipe de Jean-Marc Ayrault. Et il déplore le fossé qui existe entre l'opinion publique, les Français et la classe politique, toutes tendances confondues. Et il a raison là-dessus. Ce qu'il a fait d'ailleurs après, dans sa deuxième prise de parole, en proposant à l'opposition de travailler différemment. On regarde tout de suite la méthode, justement, Manuel Valls. Vérité sur la situation d'urgence de notre pays. Vérité sur les solutions qu'il faut y apporter. La France est un moment de son histoire où il faut se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de redonner confiance aux Français dans leur avenir. Dire l'essentiel pour retrouver, oui, l'essentiel, la confiance des Français. Tel sera mon propos. Pour eux, l'avenir est souvent illisible. Peu de Français se sentent à l'abri et ils se disent qu'il ne suffirait pas de grand-chose pour perdre ce qu'ils ont construit pour eux et pour leurs enfants. Voilà tout simplement la peur lancinante du déclassement. Clarté, transparence, vérité, c'est de l'anti-Jean-Marc Ayrault? C'est aussi du Pierre Mendès France. C'est aussi du Laurent Fabius, parce qu'il a visionné beaucoup de discours de politique générale. Il a Aquilino Morel, il a quelqu'un qui lui écrit ses discours. Il a effectivement quelqu'un qui est à ses côtés, mais on l'a vu d'ailleurs quand sur iTélé, on a montré comment il a pu préparer son discours avec ses conseillers, mais après, c'est lui qui reprend donc dans sa main. Il se prend des éléments et il se prend dans sa main. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est qu'en fait, il a visionné beaucoup de discours de politique générale pour se préparer. Il y a un modèle qui a émergé pour lui, c'est celui de Laurent Fabius en 1984, où déjà Fabius à l'époque disait « je vais dire la vérité aux Français ». Et puis Pierre Mendès France qui est donc la figure tutélaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, Manuel Valls, qui n'arrête pas de dire et de vouloir convaincre qu'il est socialiste, revisite toutes les figures finalement socialistes. Il était Clémenceau, place Beauvau. Mais comme s'il voulait se justifier de quelque chose. Comme s'il avait besoin, mais c'est d'ailleurs sa feuille de route, il va être Valls, mais il veut incarner et porter un peu à la manière d'un Michelet le récit socialiste. Alors, il était Clémenceau, place Beauvau, il arrive à Matignon, il change de bureau, il prend celui de Léon Blum.
Et il arrive au discours de politique générale et il parle de Pierre Mendès France. Est-ce qu'il ne faut pas sous-titrer quand il dit vérité, je vais vous dire la vérité et tout? Est-ce qu'en sous-titre, on n'a pas, on vous a menti pendant 2 ans, Monsieur Hérault, Monsieur Hollande vous ont menti, moi je suis le jeune père vérité. C'est effectivement une sorte de droit d'inventaire à mi-mandat sur la méthode, sur le discours et au fond, l'impulsion qui est donnée aujourd'hui par François Hollande quand même avec Manuel Valls et à Manuel Valls, c'est tout simplement peut-être de faire redémarrer le quinquennat, voire démarrer complètement le quinquennat. Peut-être, en tout cas, c'est un nouveau départ, une nouvelle étape. D'ailleurs, Manuel Valls utilise également la formule nouvelle étape, qui est la formule également de François Hollande depuis finalement le début de 2014. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que tout redémarre. Il y a également un remaniement qui va au-delà du gouvernement. On reviendra sur Manuel Valls, mais il y a un remaniement qui va au-delà du gouvernement. Parce qu'il va jusqu'à l'Élysée. Le secrétaire général de l'Élysée a changé. Pierre-René Lemay est parti. Jean-Pierre Jouyet, l'ami fidèle de toujours, revient. On efface tout, on recommence. Mais on est quand même dans une période très forte de hollandisation avec Jean-Pierre Jouyet qui revient. Encore une fois, est-ce que Manuel Valls... Oui, Ségolène Royal. Est-ce qu'il ne va pas être encerclé par les Hollandais, encore une fois de plus? Il s'entoure plus qu'il s'encercle. Il veut se mettre maintenant avec les proches, avec ceux qui le portent, avec ceux qui, depuis 2 ans, lui disent tous les jours ce qui ne va pas, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut changer. Finalement, il a réussi donc à les entendre. Vous savez, François Hollande, la seule chose qu'il n'aime pas, c'est ce qu'il a mis dans son slogan, le changement. Il n'aime pas le changement. C'est un conservateur. Et donc, pour arriver à ce à quoi on voit aujourd'hui, c'est-à-dire le changement général de tout le commandement de l'appareil d'État, du secrétaire général de l'Élysée jusqu'au Premier ministre, et également jusqu'au premier secrétaire du Parti socialiste, qui a changé également. Ce ne sera plus à ce ne sera plus Harlem Désir, ce sera Jean-Christophe Cambadélis, parce que Harlem Désir qui a plus d'étoffe que Désir, qui a beaucoup plus d'étoffe que Désir. Il a beaucoup plus de vision. Et d'étoffe. Cambadélis a écrit en 2012 un livre qui s'appelle La Troisième Gauche, et donc il a une vision pour le PS. Parti. Et il y a urgence. Le parti est en danger de mort. Après les élections municipales, les élections régionales, qui ont été aussi quelque part traitées dans le discours de politique générale de Manuel Valls, on va y revenir, mais il y a urgence parce qu'il y a les élections européennes. Donc le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est en 2014. Le changement, c'est enfin. Je voulais juste vous poser une question, Mickaël. Quand Hollande voit Manuel Valls comme ça à la tribune, on peut se demander si c'est pas dit « j'ai fait le bon choix, voire le trop bon choix ». Peut-être, en tout cas, il prend de la place, Manuel Valls. Il prend de la place, en tout cas, c'est ce qu'on lui demande. On lui demande de faire du Valls. C'était la feuille de route de François Hollande. Mais c'est pas dangereux parce que nous sommes en 5e République et la Constitution protège le président. Le président sera le candidat sortant. Il n'y a pas de problème. C'est le président qui est le chef. Et d'ailleurs, comme l'a dit Hollande au Conseil des ministres, eh bien, c'est le chef du gouvernement qui conduit la politique de la nation. Valls a tendu la main à l'opposition hier. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un réel modus vivendi entre l'UMP, l'UDI et M. Valls, parce que c'est quand même l'intérêt de la France. Non, il a prôné l'ouverture. Il a tenté de lancer cette espèce effectivement de démarche d'intérêt général où, comme on le voit, à Sarkozy d'ailleurs. Oui, même plus par quelques démocraties dans le nord de l'Europe où on voit qu'effectivement sur certains sujets il y a une sanctuarisation au-delà des clivages partisans, notamment sur l'école ou sur la sécurité ou sur d'autres sujets. Là, il y a des lois qui sont votées et qui sont et qui passent et qui maintiennent et qui sont maintenues, quelle que soit l'alternance. Il y a cette esquisse-là. Mais il y a aussi l'esquisse de redessiner les nouvelles lignes politiques de demain. Avec notamment l'annonce de la réforme des régions et la fusion des régions. Ça va être difficile. Ça va être difficile. 2017, mais 2021. Deux, c'est aussi ce que demandait le DI et le MoDem. La suppression des départements c'est aussi. ce que demandait, c'est ce que demandait une partie de la classe politique. Donc, il réorganise aussi cela autour de cette problématique-là. Comment va-t-il faire avec les 50 milliards d'économies requises? Eh bien ça, 39 milliards. Tout le monde dit on trouve 39 milliards, il reste 11 milliards. Il n'y a pas encore de précision. Pourquoi? Parce que et souvenez-vous, il ne faut pas l'oublier, le Conseil stratégique de la dépense publique est organisé autour de François Hollande et François Hollande veut garder la main sur ce sujet. Donc on va continuer à travailler là-dessus. Difficile, je ne sais pas. Il devra s'insérer dans ce dispositif. Mais en même temps, ce qu'on lui demande aujourd'hui, c'était effectivement ce qu'il a fait dans ce discours de politique générale. Parler en français, traduire en français intelligible. Par exemple, il a enlevé tous les juridismes. Il a enlevé tous les mots des énarques. Même le mot antisémitisme, il ne l'a pas prononcé. En revanche, il a décomposé. Il a dit attaque
contre les juifs, contre les musulmans, contre les chrétiens homophobes. Vulgarisé, il a fait du Hollande traduit pour tout le monde. Tout est politique, on part tout de suite en Afghanistan. Des scènes de vote en Afghanistan le week-end dernier pour l'élection présidentielle. On regarde tout de suite des images commentées par David Neyman. Les talibans avaient promis de perturber le scrutin présidentiel. Mais c'est massivement samedi que les électeurs afghans ont bravé la menace. 50% de participation attendue, contre 30 en 2009. Bien sûr, malgré les menaces sécuritaires, il fallait que nous venions voter ici. C'est notre Afghanistan, nous lui appartenons, nous sommes nés ici. Qui le ferait à notre place ? Historique, cette élection est à plusieurs titres. Premier vote sous contrôle sécuritaire 100% afghan. Première passation de pouvoir, surtout depuis 2001. Un test de stabilité grandeur nature. Notre pays traverse une période difficile depuis 30 ans. Nous sommes ici pour élire quelqu'un qui sera honnête et servira notre pays. 8 candidats, 3 favoris, 3 anciens ministres de Hamid Karzai. Le tri des concurrents par le pouvoir ne laisse guère d'illusions sur la réalité de la transition. Faute de pouvoir briguer un 3e mandat, le futur ex-président espère au moins conserver une emprise sur son clan. Si Karzai laisse vraiment sa place, il deviendra une exception dans l'histoire afghane. Mais si l'État s'écroule, si l'armée perd du terrain, son héritage sera douloureux. Incarner l'après-OTAN, une nouvelle page sur fond d'insécurité, de pauvreté, avec une inconnue, les fraudes. Les résultats attendront le 24 avril. Christian Mallard, est-ce que c'est une farce ou est-ce que l'on est réellement face à la première transition démocratique du pays ? Je dirais oui, parce qu'en fait, c'est pas une farce. Permettez-moi l'expression, l'homme pourri du pouvoir, la marionnette des Américains, la marionnette de l'Occident, M. Karzai, s'en va. J'ai envie de dire ouf. Il y a 3 candidats. 3 hommes sérieux. 8 en liste, dont 3 favoris. 3 favoris. Pas de femmes. Non, pas de femmes, pas encore. Mais Abdullah, sans doute, est un des plus sérieux, un ancien ministre des Affaires étrangères. Mais le fond du problème aujourd'hui... Mais ce sont des candidats pantins, alors ? Non, pas forcément. Abdullah a toujours exprimé sa voix, ses idées. C'est un type très sérieux. Moi, je l'ai rencontré une fois. C'est quelqu'un de très crédible. On verra si c'est lui. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que la question que tout le monde se pose, et je le disais tout à l'heure, est-ce que les Américains vont rester ? Aujourd'hui... vont rester après le départ des troupes de l'OTAN qui est prévu pour le 31 décembre 2014. Il y a encore 58 000 Américains qui sont sur place, des soldats. Alors, est-ce qu'ils vont rester ? C'est pas évident. Obama, dans sa politique de retraite, commence à dire qu'il laissera 5 à 10 000 hommes sur place pour encadrer l'armée. 352 000 Afghans dans l'armée et c'est une armée très hétérogène, avec des gens corrompus, des gens qui font de la désertion, certains qui collaborent avec les talibans. Donc, est-ce qu'on va pouvoir faire de l'Afghanistan un pays stable, alors qu'on va retirer une majorité de troupes et qu'avec 100 000 hommes sur place, on n'a pas réussi à stabiliser ce pays? Est-ce que ce n'est pas le retour des talibans? Moi, c'est ce que je redoute. Moi, je redoute le retour des talibans si les Américains ne restent pas sur place. On a vu ce que ça a donné, le retrait des troupes américaines d'Irak. Regardez aujourd'hui, c'est le chaos, c'est la guerre civile. Tout ça a fait le jeu de l'Iran en Irak. Moi, je m'inquiète beaucoup de l'avenir et je pense qu'Obama doit réfléchir avant de retirer toutes ses troupes. Mais est-ce qu'on est certain qu'il n'y aura plus donc de corruption maintenant, les trafics de drogue, tout ce qui a été encouragé avec l'ancien pouvoir? Quand même en Afghanistan. Michael, ça fait partie de l'histoire de l'Afghanistan. Ça a toujours été comme ça. Et vous avez raison, les trafics de drogue et tout ça, ça va continuer. Je ne vois pas ça changer du jour au lendemain. Tout est politique. On passe tout de suite aux images de la semaine. Michaël Darmon, vous, votre image de la semaine, c'est une figure de la vie politique française qui se met en retrait de manière soudaine. Je veux parler de Jean-Louis Borloo. Oui, Jean-Louis Borloo qui, pour des raisons de santé, a décidé donc de se retirer de la vie politique, d'abandonner ses mandats. Il a eu une pneumonie sévère qui a du mal à se soigner, qui a l'air donc d'être encore très très présente et qui l'affaiblit considérablement. Il a donc décidé depuis quelques jours donc de se retirer de la vie politique. Borloo, c'est une conviction. D'abord, c'est une conviction, pas de république sans cohésion sociale. Il avait convaincu Jacques Chirac de mettre des milliards dans la rénovation urbaine. Beaucoup de maires socialistes lui doivent même leur réélection parce que les quartiers ont été rénovés. C'est également une vision, celle de ce catholicisme social, humaniste, profondément ancré dans la société, en même temps ouvert sur le monde. C'est un mélange il a toujours été un mélange de Gavroche et du baron Haussmann. Le centre, quoi. Peut-être le centre, mais en tout cas un
centre comme on l'aime, c'est-à-dire qui est effectivement au centre des choses et dans la modération. Et ça, effectivement, de ce point de vue-là, il manquera à son côté et brouillon, et brillant, et passionné, et déluré, manqueront à la vie politique française. Christian, vous avez choisi de nous parler de l'affaire franco-rwandaise lors des commémorations des massacres au Rwanda. On rappelle 800 000 morts en 100 jours, c'était il y a 20 ans, 1994. 800 000 morts, dont la plupart sont des Tutsis. Mais enfin, je voudrais quand même dire que je suis choqué, personnellement, par les propos tenus par le président rwandais. Le président accuse la France d'avoir pris part à ce génocide. Attendez, il dit que la France était impliquée totalement dans l'organisation, dans l'action du génocide. Je veux dire, mais attendez, de quel droit peut-il dire des choses pareilres? Qui a eu des négligences? l'a mentionné lors de son discours de politique Bernard générale. Kouchner, qui était sur place, dit récemment il y a peut-être eu quelques négligences, on n'a peut-être pas pu voir venir ce qui allait se passer, mais enfin jamais on a été derrière l'organisation d'un génocide. Mais Paul Kagame, vous savez, il était à la tête du Front patriotique du Rwanda, à la tête des Hutus, et là aussi, on ne peut pas dire que ce sont des petits saints. Donc entre Hutus et Tutsis, je crois qu'il faut faire la différence. Attention. Merci messieurs, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Tout est politique. Belle semaine à vous et l'info continue sur i24 News.